Mais c'est vrai que c'est un film à la fois qui nous donne beaucoup de joie et en même temps, voilà, sur un sujet quand même qui est quand même assez d'actualité, assez compliqué. Enfin, c'est pas nouveau que toi, tu viens du documentaire, Gilles, et ça fait des années que tu travailles le doc, et des films qu'on a passés, qu'on a tous programmés en France, qui ont énormément tourné, et ailleurs. Et là, c'est ta première fiction. Comment tu as abordé, parce que pour toi, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de nouveau d'aborder, comme ça, de faire jouer par des acteurs, ce que tu filmais avant, souvent, dans tes documentaires. Bon, déjà, merci pour les applaudissements et pour l'accueil. C'est plutôt rassurant pour les semaines à venir. En tout cas, comme on a fait, au début, c'était presque plus facile que le documentaire, dans le sens où, quand on a commencé à écrire il y a 6-7 ans avec Marion, c'était la liberté, quoi. C'est-à-dire que des fois, en documentaire, on rencontre des gens, on aime bien être proche d'eux, tout ça, on les connaît bien, et puis en fait, on n'arrive pas à obtenir vraiment ce qu'on aimerait, en tout cas, comme on sait qu'ils devraient être, et puis des fois, ils collent un peu, ils copient un peu les discours de ce qu'ils ont entendu à la télé, tout ça, et des fois, c'est que là, au moins, quand tu fais une fiction, bah, tu peux mettre des lignes de dialogue avec des acteurs plutôt bons comme on a eu, voilà, c'est un petit côté facile, puis ça nous permettait aussi, en termes de liberté, d'inventer un scénario qui jusqu'à présent, enfin peut-être que ça va être mis en œuvre à partir du 19 octobre, mais cette reprise en main avec cette méthode des financiers, pour l'instant ça n'a pas été expérimenté, donc voilà, ça laissait beaucoup de liberté, donc on a appréhendé ça dans un premier temps dans l'écriture de cette manière-là. Avec Marion. Avec Marion, bien sûr, oui. ouais, ouais. Et après, une fois qu'on avait le scénario, je sais pas, Marion, tu peux peut-être compléter. Comment on a habillé ça un peu pour que... Oui, c'était les LBO en fait, là, et l'intrigue financière qui était là au démarrage, parce que c'est vrai que ça fait suite à un film que Gilles avait fait en 2006, qui s'appelle Ma mondialisation, Oui. que certains vous avez peut-être vu. Et le sujet, quand même, c'était la financiarisation dans les entreprises et tout ce que ça venait poser comme problème, en fait. Et le sujet, voilà, c'était dans un coin de sa tête. Et donc, on est parti de là. La difficulté dans ce genre de sujet, c'est que c'est pas très glamour, hein, quand on veut faire un film et attirer du public. Donc le plus dur, en fait, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de poser ça pour que ça fonctionne, qu'on arrive à trouver les éléments qui fassent qu'il y ait une histoire. Et après, en fait, c'était presque le plus simple, c'est-à-dire de mettre des personnages, d'implanter ça dans le décor, parce que tout ça, en fait, était comme c'est vraiment inspiré de la réalité, on est allé rencontrer des gens, on est allé visiter des lieux, et ça a été la partie la plus, oui, on va dire agréable, parce que le plus dur, en fait, c'était vraiment la finance, de faire avaler cette histoire, cette pilule là, pour que ce soit compréhensible et que on arrive autour de cette histoire un peu complexe à faire un film agréable à voir. Voilà. Ouais, pour pas que vous vous embêtiez trop, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est traité sur ce qui est agréable aussi, oui, c'est que c'est traité sur une comédie. Enfin, il y a aussi, c'est un film où on se marre. Ouais. C'est un film quand même, voilà. Oui, ça c'était presque dans le cahier des charges, c'est qu'on voulait faire un film social et qui se finisse bien. Donc ça, c'était dès le début, parce que les films sociaux, en général, déjà, il n'y en a pas beaucoup au cinéma. Et en général, le délégué syndical, il se suicide plutôt à la fin, quoi. Et donc on sort un peu tous déprimés de ça, et je crois qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, et que par les affects positifs, on est plus capable de vous emmener, de relever la tête et de sortir d'une salle avec la niaque, plutôt que d'aller se jeter dans la Seine en sortant de la salle de cinéma. Donc c'était ça, c'était une envie, et c'est vrai que pour ça, le rire, mais on le faisait aussi avec dans la sociale, il y a des fois on rigolait, mais les films que j'ai fait aussi avec François, je crois qu'il y a de la rigolade, ça permet de passer aussi des choses difficiles, puis aussi d'avoir des spectateurs, voilà, qui ressortent motivés, parce qu'il faut aussi que ce soit un outil, quoi. Hein. Ben, c'est un film qui va nous aider à continuer à aller dans les manifs, comme ça, à nous donner un peu la patate. Ouais, enfin, ça s'arrête mardi, les manifs. Le problème, c'est que voilà. Jean-Yves.
est-ce que tu veux, on va donner la parole. J'ai juste oublié de préciser que Cyprien est un spécialiste sur les questions économiques à l'UMA, et donc c'est agréable d'être accompagné parce que nous on a un peu vulgarisé comme ça, un peu à l'arrache les LBO, mais lui c'est mieux. Voilà, là on va peut-être approfondir un petit peu plus. Non, c'est trop gentil. Moi je suis ravi de l'existence de ce film, bon, déjà parce que c'est un très bon film, et en plus parce que ça aborde un sujet que je trouve absolument central, mais dont pas beaucoup de gens parlent. C'est les effets que produit la finance sur un tissu industriel, sur un territoire, sur des individus. Et donc c'est en ça que je trouve vraiment, pour ça que je trouve que le film est absolument passionnant. On entend souvent dire que la finance a pris le pouvoir, que la finance dirige le monde. Et en fait, ce qui est passionnant quand on s'intéresse au fonctionnement des fonds d'investissement, c'est qu'on comprend comment s'opère cette prise de pouvoir finalement. Parce que les fonds d'investissement, ils sont partout, même si personne ne le sait. Tu le montres dans le film, ils rachètent des entreprises, mais ils rachètent aussi des clubs de foot, des maisons de retraite, de l'immobilier, des aqueducs. Et à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, en fait, ils importent leur culture, qui est vraiment une culture financière, de maximalisation du profit. Et donc, à mon avis, c'est l'un des intérêts de ce film, c'est d'aborder des sujets alors qui font peur à tout le monde. Quand on parle de LBO, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma français qu'on définit à l'écran ce que c'est qu'un LBO. Mais je trouve ça très intéressant justement parce qu'on voit bien la supercherie en fait, de cette industrie qui ne crée rien. En fait, les fonds d'investissement ne créent pas de valeur et captent la valeur créée par d'autres. Et je pense que c'est vraiment ce que tu montres dans ce film. Et en ça, je trouve que c'est un film d'utilité publique. Il faudrait que tous les salariés de ce pays voient ce film pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci Cyprien. Alors, je vais le dire à sa place parce que Cyprien, qui est chef adjoint de la rubrique éco-sociale à l'UMA, a écrit des bouquins là-dessus. Hein, il a écrit 3 bouquins, à ma connaissance. Non, seulement 2 pour l'instant. Vas-y, dis. J'ai écrit le business des faillites qui est sorti en 2015 et là je viens de publier L'Empire du Cash, sous-titré Comment les fonds d'investissement rachètent le monde. Donc c'est un peu ce que raconte le film mais sous forme d'enquête journalistique. Voilà. D'accord. Donc à vos claviers si ça vous intéresse. Andy, tu voulais peut-être parler un peu aussi, avant qu'on aborde les questions avec le public, peut-être... Oui, moi je voulais te féliciter encore une fois d'être venu la 6e fois comme tu dis aujourd'hui, puis c'est toujours un plaisir de te voir Armand et que j'ai trouvé le film super. Et c'est un très bon support pour moi aussi, pour la formation syndicale. Ça montre quand même les effets capitalistiques derrière et c'est important. Comme tu le disais, trop peu de salariés sont au courant. Parfois quand on en parlait des LBO, moi j'en ai entendu parler parce que je viens de la métallurgie Legrand en fait et qu'on avait tout ça. J'étais tenu par un fonds de pension américain, c'était Ernest Antoine Sellière qui était numéro 1 du MEDEF, qui était Wendel KKR, donc ça me parle. En plus dans le film, bon, moi j'ai comme diplôme opérateur régleur et puis fraiseur, tourneur sur commande numérique. Mon premier boulot quand j'ai été embauché ça a été décolleteur, donc voilà, je me suis énormément retrouvé. Tu avais une notification. Mais dans le film, là où je veux insister, c'est que je le découperai en 2 volets. Il y a ce premier volet en fait où on voit que le salarié c'est déshumanisant, dégradant, et on voit aussi, et je le disais souvent, quand on voit ce non-investissement dans les nouvelles machines-outils, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on est racheté, en fait, ils veulent toujours plus de production. Et on a une machine qui a arrêté 9 un jour, mais qui se retrouve avec 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on nous demande toujours plus de production. Et on le voit, et c'est encore d'actualité, on a des salariés qui essayent de trouver des solutions, en fait, pour dire, voilà, il faut que je fasse ma prod. Alors on va commencer à gratter sur le temps de pause, au lieu de 30 minutes, on va prendre 25, 20, 15, et puis après, on commence un peu à partir en retard du boulot, et puis à un moment, on chante aussi les cellules de sécurité, on se retrouve avec des accidents de travail. Et ça, mais ton film, c'est la réalité, j'ai connu tout ça, j'ai connu. C'est vrai que des personnes qui perdent leurs doigts autour d'une machine-outil, ça existe encore. Ça existe encore. D'ailleurs, maintenant, enfin, je prends l'exemple, mais un tour, une fraiseuse commande numérique, il y a tout un coffre autour de sécurité, et les salariés arrivent quand même parfois à chanter pour faire leur production. Et c'est quand même incroyable. Et je trouve que tu montres bien justement sur ce film, en fait, que quand on est tenu par des actionnaires et puis une logique capitaliste derrière, ben en fait, il faut trouver les solutions, et sinon on se fait taper sur les doigts, et c'est
le profit avant l'être humain, et ça c'est dramatique. Et j'ai aussi aimé ce petit passage, c'est que bien souvent quand on travaille dans des grosses industries, on a toujours une fierté par rapport à nos enfants, et cette petite visite d'usine avec sa gamine sur l'épaule et son gosse, je me revoyais aussi quand je visitais l'usine de Renault Sandouville. Mon père travaillait à Renault Sandouville à la maintenance, et à chaque fois que c'était une fierté de faire visiter cette usine, et que quand on se retrouve à 2 doigts de partir en retraite, en fait on se dit mais on en a plein de sacs, on n'en peut plus, et on se demande comment en 20 ans on a pu passer de j'aime mon entreprise à j'en peux plus et je pars. Mais tout ça c'est dramatique, mais c'est les effets du capital en fait qu'il peut avoir sur les salariés. On le voit à un moment, alors j'ai rigolé parce que on le voit à un moment, quand c'est le patron qui est mal, c'est lui qui commence à boire, qui commence à être mal, j'ai plus la cravate, je suis décoiffé, j'ai plus la chemise, mais à un moment on le voit aussi, c'est du côté des salariés en fait, et on voit bien en fait que travailler sous pression c'est bon pour personne. Merci beaucoup, merci pour cette lecture du film. En tout cas, comme je disais, c'est pas du documentaire, mais c'est un film qui est quand même très documenté. Ah bah oui. Mes parents ont travaillé dans ces usines-là, moi j'ai installé des machines aussi dans ces usines, et c'est vrai que voilà, ces histoires-là, je les connaissais, et je suis content que tu aies reconnu la crédibilité de toute l'histoire. Il manque juste un syndicat CGT dans l'entreprise, c'est tout. C'est lui qui l'a dit. Hein. Ouais, et t'as raté l'autocollant CGT quand il rentre chez le père, vous l'avez pas vu l'autocollant? Ah non, il y en a qui l'ont vu ou personne l'a vu? Personne. C'est rare. Ouais. Non mais je m'attendais, enfin je sais pas que je m'attendais, je comprends il y a des gens qui déplorent le manque de syndicats et que c'est une initiative pas solitaire, puisque justement il a besoin de se grouper pour réussir son entreprise, mais c'est vrai qu'on a fait le choix au début de partir avec un ouvrier justement qui réfute les idées de son père dès le début, parce que si on était parti avec un ouvrier syndiqué avec une étiquette CGT dès le départ du film, on aurait eu les écoutilles qui seraient fermées, et on serait parti dans du film avec beaucoup plus de discours, avec quelque chose de beaucoup plus stéréotypé, et nous ça nous paraissait beaucoup plus intéressant de partir sur quelqu'un qui réfute les idées de son père, mais en fait par son courage et puis par son côté malin et en s'associant avec tous ceux dont il a besoin, avec ses copains, ben finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se réapproprie son outil de travail et il met en application les théories de son père, quoi. Et donc du coup, ça nous emmène, et puis on se dit finalement, les idées vieillottes de son père dont il nous parle au début, elles sont pas si vieillottes que ça, et puis finalement, c'est toujours d'actualité, quoi. Donc ça nous paraissait plus malin de partir par ce biais-là pour nous emmener vers la logique politique et syndicale, que d'être parti sur quelque chose de plus étiqueté, on va dire. Merci. On va peut-être donner la parole à... Je te récupère un micro, je vais essayer, tiens, si tu veux. Juste pendant que tu donnes le micro, on fait passer une liste. Alors, c'est pour avoir vos mails. Si vous voulez nous aider pour la sortie du film, qui est donc mercredi prochain, quelle bonne idée. On fait avec Gilles une lettre d'information que vous pourrez transmettre à vos amis, à vos proches. On met les dates, on met les cinémas, et on vous donne aussi des petites combines pour nous aider, pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller mettre des notes sur Allociné, tout ça. Donc on a une petite force de frappe, nous on est une toute petite équipe, mais on a une grande chance, c'est qu'on vous avoue. Ben, on va faire relayer tout ça nous aussi de notre côté. Ils ont l'argent à les gens, ça vous parle ça? C'est très bien. Mais il faut donner la parole. Voilà. La parole. Ah bah voilà, formidable. Et ce qui est super, c'est de voir que les intentions qu'on avait au départ, en fait, on les a mises dans le film et vous les avez réussi à les percevoir, à les recevoir. Donc pour nous, c'est une partie du travail qui est faite, quoi. C'est quand même pas mal. Tout à fait. Merci pour... J'ai beaucoup aimé le film et j'ai beaucoup apprécié les réactions des gens de terrain. Mais je trouve en plus dans ce film que la montagne est magnifique. Oui. Magnifique, et c'est aussi la richesse du film, qui pour moi est un conte. Ouais. On assume une très belle histoire et un conte. On assume un peu ce côté fable, effectivement, conte comme ça. Et les contes,
les contes, quand on raconte des contes aux enfants, en général, c'est aussi pour leur mettre le moral et aussi pour raconter des belles histoires, on a besoin de ça. Et donc on assume ce côté fable, parce que c'est vrai que notre histoire, si tout est documenté et que tout est validé par des financiers suisses, tout ça comme ça repose juste sur un truc, c'est qu'il faut quand même juste séquestrer une héritière dans un sous-sol de salle des fêtes pour que ça marche, quoi. Donc bon, mais je pense que vous en avez ici, donc c'est pas des héritières et des salles des fêtes, vous avez pas ça. Donc ça peut éventuellement marcher. Merci pour la montagne, parce que c'est vrai que Madame dit c'est un personnage à part entière. Oui, effectivement, c'est vrai qu'elle est très présente, mais c'est vrai que dans la vallée, elle est très présente dans la façon de vivre des gens. C'est-à-dire que les ouvriers y vont, les patrons y vont, et puis on voit bien à quel point cette petite communauté, finalement, des décolleteurs, elle est enfermée par les montagnes, et donc elle est très présente. Puis pour nous, ça nous arrangeait aussi pour le scénario, c'est que la rencontre entre ce financier et cet ouvrier décolleteur dans la vraie vie, elle est quasiment impossible, puisque chacun vit dans son milieu social et les barrières sont difficiles à faire tomber, et sauf en montagne justement, parce que là l'apparat du financier est tombé, il n'a plus son costume, et l'ouvrier, finalement ils exercent la même activité, et c'est vrai que quand on va en montagne ou quand on va dans un refuge ou sur un chemin de randonnée, on peut croiser des gens et puis se mettre à se tutoyer assez facilement, et finalement des gens de conditions sociales différentes. Et donc du coup là aussi dans notre objectif d'être crédible, la montagne nous rendait service aussi. Oui, est-ce que la notion de premier de cordée était voulue? Ben justement, il n'a pas de corde, lui, donc comme ça, même si on tire des pierres sur le premier, c'est pas toute la cordée qui dévisse, comme dirait Macron. Il est tout seul à tomber, mais comment on appelle ça, la métaphore de la montagne et du grimpeur par rapport au défi qui se lance après, et son courage pour partir tête baissée comme ça dans son idée un peu folle, la métaphore elle est un peu là, quoi, c'est sûr. Puis voilà, lui, il est à l'aise, il vit pleinement dans la montagne, il a besoin de ça pour s'aérer, et les éléments naturels, il fait partie de la nature, il appréhende la nature et tout ça comme ça, mais on voit que pour le financier qui vit dans son monde plus artificiel, où il a des objectifs, où c'était un défi, un truc comme ça, ben, des fois ça bug un peu, quoi, quand on est tout seul. Quand on est ensemble, ça finit par marcher, c'est toujours mieux quand même. C'est l'accident du travail qui m'a interpellé, parce qu'on est en plein dans la réalité, et même on est en dessous de la réalité. Parce que moi j'ai un collègue, et il y a 2 ans, il a perdu 3 doigts dans un déchiqueteur. Et ben le patron, il a dit, nous on était autour de la table, hein, il a bien dit comme ça que c'était de sa faute, qu'il avait fait exprès. Ah oui. Ah, carrément, c'était encore pire que votre document, que votre film. Voilà. Ouais, c'est pour dire l'esprit du patronat aussi. Ouais. Pour reprendre les propos de Fabien, c'est que ce collègue-là qui a les 3 doigts coupés, il est mort maintenant. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Moi, ce que j'ai trouvé dans le film, c'est je veux dire, les organisations de travail, on les connaît différentes, elles ont toutes leurs spécificités. Par contre, ça j'ai trouvé assez génial, la façon dont vous mettez en avant le pouvoir d'agir que chacun on peut avoir. Alors ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et puis, la façon aussi, les solidarités et les liens. C'est qu'on ne peut rien faire si on n'est pas en lien avec d'autres, et les liens se créent selon des opportunités, et ça, je trouve que c'est assez génial. Moi, c'est vraiment ces 2 aspects-là qui m'ont complètement fasciné, la façon dont vous les avez mis en évidence. Voilà. Ouais, bah c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi dans mes documentaires, de mettre de l'humain et du lien dans la question. Et puis j'aime bien aussi, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que vous dites, dans l'idée, c'est que des fois, c'est pas toujours un grand mouvement ou une grande phrase ou une tirade théorique ou un truc qui fait basculer les choses, mais des fois, ça joue sur les affects. Et finalement, et en ce sens, le personnage joué par Laetitia Doche, Julie, finalement, elle ne bascule pas tout d'un coup parce qu'elle a lu soit un article, soit une prise de conscience, mais c'est que finalement, toute cette mécanique dans laquelle elle a baigné, de son école de commerce, puis elle avait son plan de carrière, on imagine qu'elle a changé plusieurs fois de boîte pour gravir les échelons, et puis tout ça, ça roule bien, et puis qu'elle a complètement intégré le discours de la mobilité, de savoir se vendre, être en concurrence, machin, tout ça comme ça, et que
et que c'est un bon petit soldat, un, deux, ah si, voilà, et que c'est un bon petit soldat du libéralisme, et tout va bien, sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait bugger la machine? C'est sa mère qui est malade, et que finalement, elle se dit, bon ben voilà, elle décide de changer complètement sur quelque chose qui a un trait à l'humain, et que des fois, c'est l'humain qui fait basculer ou qui met le grain de sable dans la machine. On a insisté aussi sur ce côté-là, et c'est vrai que je pense qu'elle est aussi symptomatique de ce discours qu'on nous a dit. Moi, que j'ai un diplôme d'ingénieur, c'est pour ça qu'à l'origine, j'ai installé des machines automatisées dans ces boîtes-là. Et c'est vrai que j'ai baigné à fond là-dedans, quoi. C'est-à-dire, fallait être mobile, fallait savoir se vendre, fallait être en concurrent, c'était horrible, quoi. Mais en fait, on se rend compte, en tout cas dans le film, puis d'une manière générale, que l'immense majorité des gens, ils aspirent juste à travailler, puis vivre dignement de leur salaire, et puis si éventuellement ils pouvaient rester là où ils connaissent les gens, ils ont leur famille, finalement ils s'en satisferont très bien. Et donc, je crois que Julie, elle incarne aussi un petit peu ça dans le film. Et toi, à partir de quel moment tu as pris conscience, quand tu étais ingénieur, à un moment donné, jeune ingénieur, que ce système te convenait pas du tout et j'ai jamais bien cru à la belle histoire, moi. Mais bon, madame, je sais plus qui est-ce qui faisait référence aux enfants qui visitent l'usine. Moi, j'ai vécu ça aussi, comme toi, avec mon père. Moi, je suis fils d'ouvrier et je faisais partie des rares. Je crois qu'on était 2% enfants d'ouvriers à avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, du coup, moi, la belle histoire et tout le gna-gna, donc mon père était quand même politisé et tout ça, donc j'ai jamais trop adhéré à ce truc-là, quoi. Après, j'aimais bien mon métier, hein, c'est pas que... J'ai eu l'opportunité de prendre une caméra à un moment donné, j'étais objecteur de conscience, et que avec la caméra, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi raconter une autre histoire pour le coup. Donc voilà, c'est progressif, mais ça vient pas de nulle part non plus, quoi. Et merci pour la scène des enfants que moi j'ai vécu aussi, comme toi, et c'était quasiment, avec Marion, c'est quasiment la première séquence qu'on a écrite, celle-là, avec la visite de l'usine, et dans le tournage, ça reste un souvenir magnifique, parce que on avait mis en scène, là pour le coup, on a essayé de faire un peu de cinoche dans le côté où il y a une grue, un bras articulé qui accompagne les enfants et le père, et on avait bâché l'usine parce que on n'a pas le droit, pour l'instant en tout cas, de faire travailler les enfants la nuit, donc du coup on avait tout bâché pour que ce soit la nuit, et donc les enfants, les avaient préservés on les avait pas fait rentrer avant pour qu'ils gardent leur œil neuf quand ils rentrent dedans. Et c'était vraiment super parce qu'ils découvraient ce truc-là, comme à la limite nous on a pu découvrir ce côté un peu magique de l'usine, ces machines qui bougent, tout ça, comme ça. Et nous on a choisi aussi de le magnifier, et ça fait un peu fête foraine, quoi. Et c'était le choix. Et après, quand je parle du meilleur souvenir, c'est qu'après, quand Pierre de Ladonchamp, il emmène les enfants, enfin Cédric, disons, il emmène les enfants là où il y a les bras robotisés un petit peu, et puis qu'il leur fait voir, et bien là c'est de l'improvisation, les enfants ils découvrent vraiment, ils regardent. Et moi j'étais content, on avait Eva, notre jeune chef opératrice qui a 31 ans, et je lui ai dit on part comme ça et tout, on va essayer de capter ce qui va se passer. Et puis Pierre était bien, comme on l'avait emmené dans les usines avant, et que les ouvriers de l'usine lui avaient expliqué un peu les machines, il était apte à leur expliquer comment les machines fonctionnaient. Et puis moi je lui soufflais des fois, je disais, elle parle de son grand-père, tout ça, à la petite, à Adélaïde et à Vincent, qui sont les deux, c'est les enfants de nos voisins en fait. Et en fait, à un moment donné, vous avez remarqué, Pierre, il dit, tu sais, papy, il faisait ça aussi, il était décolleteur aussi. Puis la petite, elle dit, bah oui, je sais, maman, elle me l'a dit. Parce qu'effectivement, le grand-père d'Adélaïde, il était décolleteur. Donc du coup, il y avait vraiment la réalité qui venait percuter. Et c'est des souvenirs pour... quand on vient du doc et qu'on fait de la fiction, c'est quand même vachement... c'était chouette. Puis c'est même rassurant sur des fois la souplesse qu'on peut avoir quand on fait un film de fiction, quoi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, merci pour ce film, pour ses qualités cinématographiques et sociales, le message social. Alors, je m'attache au côté cinématographique parce que j'aime beaucoup les films de Stéphane Brisé, et je trouvais qu'on retrouvait l'esprit de... C'est Stéphane Brisé ? Oui, Stéphane Brisé, c'est ça, où effectivement... Ouais, nous c'est vachement plus rigolo. Non, j'aime bien ces films aussi. Dans ces films, justement, il y a la réalité économique, sociale, et avec un attachement
Il y a un une DRH focus. dans le dernier. Voilà, il y a une DRH. On est exactement dans cet univers dans le vrai. dernier, avec Vincent Lindon qui joue le rôle du directeur de site de production. Et voilà, donc je vois un lien de parenté, et c'est votre premier film de fiction, bah, c'est bluffant, quoi. Bluffant de vérité. Donc ça, c'était une remarque. Et sinon, par rapport aux acteurs, comment s'est passé le casting? Parce que les acteurs étaient un peu militants quand même par rapport au sujet. Non Marion est plus affûtée que moi pour vous, parce qu'on a travaillé avec une directrice de casting, je commence et puis après je te passe le micro, mais voilà, c'était, on a été, en tout cas, on était, juste pour vous débroussailler un peu le truc, on n'était vraiment pas parti sur un casting d'un aussi haut niveau. On était parti à un moment donné, on se disait même on va faire avec des non-professionnels, mais on va le faire, quoi, le film. Donc, et nos producteurs nous ont incités à les taper un peu plus haut dans le casting, et on a eu la chance voilà, qu'ils acceptent tout de suite. Mais Marion a travaillé beaucoup avec la directrice de casting. Après, il y avait des gens qui étaient là dès le départ, comme Laetitia Doche, Samuel Churin qui joue Chanterelle aussi, qui dans la vraie vie n'est pas du tout du côté des patrons, parce qu'il est... c'est le représentant des intermittents en fait. Donc là il joue le patron et il a savouré le truc. Et, il a dit en point. Le choix des acteurs, il y a un truc là. Voilà, et puis après, on a été aidé, c'est vrai, par une directrice de casting. On a donné des noms, elle avait aussi des idées, on a croisé tout ça. Et après, en fait, on passe par des agents. Et les agents lisent, si ça leur plaît, ils font lire à leur poulain, c'est comme ça qu'on dit. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ceux que vous voyez à l'écran, ils ont adoré le film et ils sont venus parce que l'histoire elle était originale, parce qu'elle était ancrée sur un territoire. Et parce qu'elle véhiculait des idées, des valeurs qu'ils trouvaient belles, et c'est pas souvent dans un scénario, d'après ce qu'ils nous ont dit, qu'il y a toutes ces qualités qui sont réunies, donc on s'est vite rencontrés après. Et puis ça a fonctionné. Nous on les a embarqués dans notre environnement, ils sont venus. Comme disait Gilles, Pierre, il a mis les mains dans l'huile, hein, il a grimpé, il est allé dans les usines. C'était aussi une méthode un peu de terrain, quoi. Donc, après, Refus est arrivé sur le tard parce qu'au début, c'était Jean-François Stévenin qui est crédité au générique et qui est mort un mois avant le début du tournage. Et puis Pierre Deladonchamp, il est arrivé, on l'a rencontré au mois de mars alors qu'on tournait au mois d'août. Et là on avait aussi pensé à quelqu'un d'autre au départ, mais qui par des calendriers de tournage, tout ça n'a pas pu se faire. Et Pierre Deladonchamp, c'est le producteur qui a pensé, nous on n'avait pas pensé à lui. On l'avait vu dans les rôles qu'il a fait avant où il était... plus cérébral, il n'y avait pas ce côté physique dans ses rôles, physique dans L'Inconnu du lac, c'est assez physique, mais c'était pas de la même manière. Et en fait, on n'est pas déçus, quoi. On a même pris Vincent Deniard qui joue Denis, qu'on n'avait jamais vu dans un film. Là, ça s'est joué à la rencontre parce que tout de suite, il nous a plu. Et la directrice de casting qui nous avait parlé de films qui allaient sortir. Et depuis, on a vu Clèves et on a vu Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques, qui sont des unitaires pour la télé, mais où il explose, il est vraiment bien. Donc voilà. Parce que... Bon, il y a quand même pas mal de camarades quand même dans le... Oui, après, sur la partie... À vous. Ouais, c'est vrai que globalement, s'ils ont été touchés par cette histoire-là, il y a quand même une fibre sociale, même si on ne vote pas forcément tous la même chose, mais globalement, ils avaient quand même envie de porter cette histoire-là, comme disait Marion, quoi. Donc, mais ça, on n'a pas demandé la carte, quand même. Monsieur. Oui, bonsoir. Bon, j'ai adoré votre film. Vous disiez, madame, que c'était pas glamour, la finance, mais justement, je trouve le film jouissif et jubilatoire. Parce qu'à chaque scène, ça avance et on leur dame le pion. Et c'est un immense plaisir. Oui, vous parliez de Stéphane Brisset, c'est vrai, mais c'est des films que j'adore aussi, qui sont très forts, mais qui sont glacés et terribles.
et qui donne la rage plutôt. Alors vous donnez l'espérance, et l'espérance c'est peut-être encore mieux que la rage, voilà. Et c'est bien ça pour ce film. Je pensais aussi parfois à Tavernier pour les scènes de repas, les copains avec la camaraderie qui se fait autour d'une table, qui est quelque chose de très français. Bon. Et je trouve qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si vous admirez ce cinéaste. Enfin, bon, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, ça me fait surtout penser. Alors, là, ce à quoi me fait penser ce film, qui est vraiment un beau film, j'espère que ce sera un tabac, parce que vous le méritez. Mais ce à quoi m'a fait surtout penser ce film, c'est au LIP. Et en particulier à ce merveilleux documentaire dont j'ai oublié le nom, qui est fait 20 ans plus tard, ça s'appelle comment? Les LIP en fait. L'imagination au pouvoir. Comment l'imagination au pouvoir, qui est un documentaire que j'ai vu 10 fois, mais je ne suis même pas foutu de dire le titre, et que je trouve absolument renversant. Et dans le... En plus, le LIP, bon, j'avais 20 ans à l'époque du LIP. Dans... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la force. Alors, la force des LIP, c'était une utopie qui a été démolie par le gouvernement, par Pompidou, si je ne me trompe, c'est Giscard. C'est Giscard, hein, de façon très consciente, en lui ôtant le marché des montres qui étaient sur les tableaux de bord des Renault, puisque Renault, à l'époque, était une entreprise nationalisée. Et autrement, ça marchait. Oui. Ça marchait, et le patronat français a été horripilé que l'on ose tenter un modèle qui remette en question la norme de ce milieu fermé. Mais économiquement, ça semblait viable. Évidemment, l'idée que ça semble viable économiquement est une formidable espérance qui est tous les jours saccagée, on peut dire. Bien. Alors, si j'ai une question pour ce film, alors, elle s'adresse à l'économiste, là. Parce que j'ai entendu dire c'est un conte. Bon, mais si c'est un conte, c'est quand même dommage. On aimerait bien que ça ne soit pas un conte. Alors, je dirais d'ailleurs qu'une des raisons du succès que je vous souhaite, c'est qu'il se situe dans une tradition de légende, ce film. D'une espérance, justement, qui est... on voit au cinéma que des gens qui se font casser la figure, c'est vrai. Et là, ça correspond à une demande, à une attente. Je ne sais pas si le public réagira comme ça, mais je pense que ça correspond à une réelle attente. Et vous y répondez de façon humaine, comme dans vos documentaires d'ailleurs, qui ont tous cette chaleur humaine qui est forte. Et alors, c'est un conte ou c'est possible? Est-ce que c'est possible une histoire pareille? Alors pour l'instant, c'est du domaine du conte, parce qu'à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que le scénario est très, très intelligent. Moi j'avais une question pour approfondir ce que vous disiez. En tant que journaliste, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la crédibilité de l'histoire. Et pour avoir essayé de pénétrer ce milieu de la haute finance et des fonds d'investissement quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué. Quand vous dites que vous êtes journaliste et que vous faites une enquête sur les fonds d'investissement, c'est pas facile. Si vous dites que vous êtes journaliste à l'Humanité et que vous faites une enquête sur les fonds d'investissement, autant dire que c'est peine perdue. Donc j'ai réussi en biaisant un peu, en mentant un petit peu à moitié sur mon identité et sur le média pour lequel je bossais surtout, à rencontrer certains gérants de fonds d'investissement. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils sont extrêmement satisfaits d'eux. C'est des gens qui pensent qu'ils œuvrent pour le bien quelque part, et que même si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, même si il y a des gens qui m'ont dit ça, hein, oui on licencie des gens, on ferme des usines, mais à l'arrivée ça profite à l'ensemble de l'économie, parce qu'il y a des profits qui rentrent, et puis donc des recettes fiscales, etc. Et on en discutait tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire comment... Finalement, le fait de faire une fiction t'a permis d'accéder à ce milieu-là plus facilement et en rencontrer en fait plus facilement des gens qui bossent dans ce secteur-là que si tu avais été documentariste, entre guillemets. Bon, je crois que tu as répondu un peu à la question, c'est que il y a un aspect dans l'inconscient collectif, dès que tu dis cinéma, fiction et tout, c'est Hollywood et tout, et donc tout d'un coup, ah bah c'est cool, on va participer. Ils sont flattés. Ils sont flattés, ouais, t'as raison. Ouais, ils sont flattés, et en fait les portes se sont ouvertes avec une facilité incroyable, et on a même un financier suisse, on en a rencontré deux, donc, mais t'as raison, ils sont assez fiers d'eux, enfin en tout cas, parce qu'ils sont très professionnels en fait, et donc ils vous expliquent l'horreur avec les petits schémas, mais c'est l'horreur, mais avec le sourire, quoi. En fait, c'est pas eux, ils sont pas en contact direct évidemment avec les gens qui bossent dans ces usines-là, et c'est des gens plutôt sympas, et puis voilà, ils restent dans leur professionnalisme. Et il y en a un qu'on a rencontré qui s'appelle Gabriel, qui est
plutôt un jeune mec, qui faisait exactement le même boulot que Frédéric dans le film, donc Private Equity Advisor. Et donc du coup, lui, comme on avait bien sympathisé, alors lui, il s'est barré, hein, maintenant il s'est barré, donc là par contre, c'est là qu'il commence à parler en général, quand ils sont plus dedans. Mais par contre, lui, il a vraiment relu le scénario, il était très content de participer à notre truc-là, même il nous a corrigé, enfin, sur les anglicismes par exemple, on disait, mais est-ce qu'on n'exagère pas un peu, est-ce que c'est pas caricatural? Et lui, il nous disait, mais non, en fait, vous en avez pas mis assez, c'est pire que ça, quoi. Donc on a dit, bon, ça suffit peut-être, parce que nous, on avait déjà l'impression d'être un peu caricaturaux. Et puis surtout, le super truc qui nous inquiétait quand on l'a vu, on était tous les deux, c'était de se dire, bon, déjà, est-ce que ce mec-là, il fait ça, est-ce qu'il est grillé sur la place financière de Genève? Est-ce qu'un mec à qui on sauve la vie comme ça, est-ce qu'il est capable de trahir tout ça? Et je schématise un petit peu, mais la réaction de Gabriel, c'était de dire non, en fait, s'il n'avait pas fait ça, ça aurait presque été une erreur professionnelle, quoi. Dans le sens que quand tu as la possibilité de faire le pactole sur une opération, si tu passes à côté, c'est que tu n'es pas bon, en gros. Donc le fait d'avoir deux fers au feu comme ça, et puis de choisir le meilleur, ben, c'est pas une erreur. Et comme je dis souvent, enfin, je pense vraiment que s'il avait réussi son coup, il aurait été pour le coup le héros de la place financière genevoise, quoi. Et donc c'est cynique, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Les questions sur les scopes et les LIP et les trucs comme ça, c'est vrai que sur les scopes, en tout cas dans la vallée, dans ces pays-là, il n'y a pas de reprise, parce que c'est des usines qui valent très cher. Et en général, ces fonds d'investissement, ils vont se nicher là où c'est des entreprises qui fonctionnent bien pour piller les richesses. Et par contre, il y a une SCOP qui existe dans la vallée, mais elle a été fondée en SCOP. Donc, parce que là, justement, là, au début, elle ne valait pas très cher. Maintenant, elle valent tellement cher, ces entreprises, que c'est difficile. Sauf si les boîtes coulent, et c'est là qu'on voit de temps en temps des reprises en SCOP. Mais là, l'outil de travail est tellement cher. Un mec comme Cédric, enfin tu connais toi, mais un bon décolleteur, il peut s'occuper de 3-4 machines à multibroches, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs barres qui arrivent en même temps à commande numérique. Chaque machine, elle vaut plus d'1 million d'euros, quoi. Donc, je peux peut-être en parler. Oui, on a une question. J'avais juste une petite chose à ajouter, si vous permettez. Le choix du pays, c'est un hasard ou c'est parce que vous connaissez? Moi, je connais un peu ce pays, mais du côté de Thoiry, vous êtes du côté d'Annemasse, je pense, je sais pas. Non, mais parce que ce pays, quand même, a quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est extraordinaire, ce pays. Tous les frontaliers sont fascinés par l'or suisse. Ouais. Et c'est vraiment un pays où le fric... Ah oui. On leur en a mis une couche dans le film, là, non? Oui, vous le suggérez à peine. Vous ne parlez que du frontalier qui sort, là, qui dépense de son fric en achetant des grosses bagnoles. Mais autrement, vous ne... il y a vraiment une psychose du fric dans ce pays. Oui, c'est ça. C'est pas une psychose, c'est une fascination. Oui. Mais et alors, c'est pour bien d'avoir choisi ce pays ou c'est parce que c'est la place que vous aimez bien? Non, mais moi, on habite dans un petit village au-dessus de la vallée. Moi, j'ai jamais bougé du village où je suis né, donc je connais bien cet endroit-là, oui. Mes parents ont travaillé là, j'ai travaillé, je suis allé au lycée. L'histoire du lycée que vous avez vu, le Denis que vous avez vu dans le film, il existe vraiment, c'est un copain avec qui j'étais en terminale, il a son atelier, on a tourné dans son atelier. La boîte dans laquelle on a tourné, c'est la boîte d'un copain, il était aussi en classe avec nous, on était 15 mecs, c'était les classes à l'époque, je ne sais pas si ça vous parle, les bacs E, ils ont disparu, enfin peu importe. Il y avait que des mecs, et c'était des maths et de la technique. Et donc en fait, voilà, tout est. Nous, voilà, si on est par là-bas, c'est pas. Enfin, si on tourne là-bas, c'est pas un hasard. Ah, c'est où? Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on est un peu loin. C'est la vallée de l'Arve, c'est la vallée qui monte à Chamonix, qui va au tunnel du Mont Blanc. Et donc, du coup, c'est Cluses, à la grande ville, et on a fait le choix de tourner à Sionzier, qui est une petite ville limitrophe de Cluses, encore plus petite Cluses, ce qui nous permettait d'avoir cet aspect place de village, pour faire comprendre que le Bobby Bar, qui existe vraiment, il est en face du Café des Arts et en face de la mairie, et puis qu'on sente un peu le côté où tout le monde se connaît. Monsieur. Oui, bonjour. Joachim, moi je suis travailleur exploité comme beaucoup, je suppose. Tout à l'heure tu parlais des petits clins d'œil, du coup je ne l'ai pas vu non plus l'autocollant CGT, mais si je m'abuse, tu as une affiche soit de la sociale ou alors... les jours heureux. Les jours heureux, voilà. Enfin bref. Moi je voulais revenir sur 2 points. C'est vrai que moi en voyant l'affiche au début, du coup avec l'usine, le point levé et tout, je voyais ça plus comme un film avec une lutte globale de travailleurs, et où là du coup ça
j'ai trouvé qu'en fait la lutte pour la reprise de l'usine était portée par un travailleur, deux, si on prend la co-directrice qui du coup s'est rattrapée, et que en fait les autres ouvriers, les autres travailleurs, eux, ils servent à la fin du coup pour peser en se mettant en grève. Mais j'ai envie de dire, vu qu'en plus ça finit là-dessus, limite on pourrait se dire, on ne sait pas si, en fait on ne sait pas quel droit ils auront. Est-ce que du coup le gars qui a créé son plan avec ses potes, est-ce que le fait de se retrouver directeur, il va pas non plus la mettre à l'envers, comme d'autres qui se font, qui montent d'échelon. Et du coup je trouvais ça dommage que ça soit pas plus global sur, tiens, en fait la question de la reprise se pose. Et en fait, c'est pas. Il y a un travailleur qui est scandalisé, mais je pense que du coup, on le voit bien après parce que les autres gueulent aussi. En fait, il y a tous les travailleurs, une grosse majorité, qui subissent ça. Et j'aurais trouvé ça chouette que ça soit vraiment. Après que ça parte sur des AG ou je sais pas quoi, enfin que du coup, ça soit une décision collective et une prise de pouvoir collective. Et après, du coup, le deuxième aspect. Bon, du coup, je suis en désaccord avec ce qu'a dit le camarade juste avant. Moi, je ne sais pas si je le vois comme un idéal, enfin, si pour moi, ça serait bien que ça se réalise. Enfin, dans l'état de société actuel, effectivement, sous le capitalisme, ça pourrait être un mieux pour des usines. Mais après, enfin, pour moi, le capital, le financier, ne va jamais en fait, sauver les travailleurs. Et en restant sous le système capitaliste, de toute façon, il y aura toujours des gens il y aura toujours des autres pressés, il y aura toujours des oppresseurs. Et du coup, tout comme enfin, la finance éthique pour les travailleurs, j'ai envie de dire c'est comme la finance verte et tout, c'est du blabla pour rester sous le capitalisme, mais du coup, est-ce que c'est un idéal? À court terme peut-être, à long terme j'en suis pas certain. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi, enfin, avec vous, nous avec notre histoire là, on renverse pas le capitalisme, hein. Ils sont toujours dans l'économie de marché, à la fin on ne sait pas si ça va marcher ou pas, et là on l'assume complètement. Après il faut voir ce film comme un film, et puis comme une bouffée d'oxygène qui vous met la niaque, et il faut prendre aussi comme ça, et c'est pas un mode d'emploi, c'est une histoire de potes, et ça raconte aussi que quand on est ensemble, on est mieux quand on est tout seul, et puis qu'il y a besoin de s'allier, comme disait madame tout à l'heure, pour réussir les trucs, mais j'ai rien à vraiment ajouter par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord. Nous, il y a des gens qui regardent ce film un peu différemment, à la fin il y en a qui disent, putain c'est super, ils ont repris la main, tout ça, on espère quand même qu'ils vont quand même mettre en application ce qu'ils ont écrit sur leur coin de table dans la soirée bien arrosée chez Cédric quand même, donc on peut estimer que ça ira quand même un peu mieux dans la boîte. Après, puis il y a des gens qui disent ouais c'est super, puis il y en a d'autres qui disent oh là là dans quelle merde ils se sont mis, parce que effectivement ça recommence avec les enchères inversées, et c'est vrai que la partie fable, elle bascule à la fin, on revient quand même avec les pieds sur terre en se disant ouais bon enfin voilà, il y a un peu de réalisme aussi à la fin du truc, mais j'ai pas dit que c'était la panacée. Moi je crois que c'est peut-être pas la panacée, mais rien que d'ouvrir des portes du possible, et puis de mettre de l'énergie, de la joie, déjà dans un univers où on vous dit qu'il n'y a rien à changer, que de surtout baisser la tête, ne faites rien, il n'y a pas d'autre alternative, rien que d'échafauder des plans comme ça, même si c'est un peu fou, je crois que ça fait déjà du bien, quoi. Voilà, donc pas plus d'ambition que ça pour l'instant. Non, mais c'est sûr. Oui, bonsoir, je voulais rebondir justement sur ouvrir les possibles et l'histoire de conte et de réalité. Il y a des exemples où la réalité dépasse la fiction, dépasse le conte. Il y a quelques années, par hasard, je travaillais comment dire, dans le Cotentin, dans la Manche, du côté de Saint-Hilaire-de-Harcouët, pour ceux qui connaissent. Et en parlant avec un élu, il me dit, à quelques kilomètres d'ici, il y a une entreprise de fibre optique. Ils sont à la pointe mondiale. C'est une SCOP, c'est une coopérative. Et ça, personne ne le sait. C'est des exemples comme LIP qu'on ne fait pas passer l'info, on ne le fait pas savoir, il ne faut pas que ça se sache surtout, mais c'est des choses qui sont exemplaires et qui sont au top du niveau, quoi. Et ils sont une SCOP avec les ingénieurs et tous les ouvriers, enfin, il y a toute la chaîne. Et il y a eu il m'expliquait qu'il y a une année où même ils allaient à une réunion mondiale de la fibre optique et tout ça, ils étaient dans le même avion, l'avion s'est écrasé, donc ils ont perdu une grosse partie des têtes des ingénieurs, et depuis quand ils se déplacent séparés pour limiter les risques. Mais bon, parfois la réalité peut rejoindre, voire dépasser la fiction. Ouais, merci pour Merci. Peut-être donner la parole. Oui, pardon. Oui, donc je voulais simplement dire, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, moi ce que je trouve très sain
c'est de lutter contre le fatalisme ambiant. Parce qu'on essaye d'étouffer les gens à coups de médias, etc., pour leur faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution. Eh ben, merci d'avoir fait ce film, de lutter contre cette fatalité, quoi. Peut-être. Oui. Ouais, moi, Oui, vas-y. Non, mais justement, je voulais parce que c'est vrai qu'on a l'impression de parler d'un petit phénomène comme ça, les LBO, mais je pense que tu es capable de donner un peu l'ampleur de ce phénomène-là. C'est pas, je sais pas, enfin, peut-être que vous en avez conscience, j'en sais rien, mais c'est pas juste notre histoire de Berthier, là, les LBO, ça, en termes de volume et tout, enfin, je sais pas si on peut développer un peu, parce que c'est effrayant quand même. Oui, bon, je ne vais pas vous accabler sous les chiffres, mais c'est vrai que les LBO, c'est pas, comment dire, c'est pas un phénomène périphérique du capitalisme financiarisé, en fait. C'est le cœur même du système. Et aujourd'hui, on estime qu'en Europe, par exemple, il y a 10 millions de personnes qui travaillent pour des entreprises qui sont gérées par des fonds d'investissement. Et donc en France, le chiffre est moindre, mais enfin, tous les ans, il y a des entreprises qui passent sous LBO. Et le grand argument, en fait, des gens qui bossent pour cette industrie, c'est de dire on finance l'économie, on crée des emplois et à l'arrivée le bilan est positif. En réalité c'est pas vrai, le bilan est évidemment négatif. Moi dans le bouquin je cite plein d'études d'économistes, je vais pas vous saouler avec ça, mais il y a quelques années il y a une très bonne étude qui avait été écrite par un économiste français et un prof de management. Ils avaient pris 2 échantillons d'entreprises pendant 6 ans je crois, 2 échantillons de PME, un premier échantillon avec des boîtes qui avaient été l'objet de LBO, et des boîtes qui présentaient des caractéristiques similaires en termes de secteur d'activité, de nombre de salariés, etc., qui n'avaient pas fait l'objet d'un LBO. Et à l'arrivée, en fait, il y avait, quand vous passez sous LBO, vous avez 2,5 fois plus de chances de vous retrouver en faillite que quand vous ne l'êtes pas. Tout simplement parce que le LBO, c'est un système extrêmement délétère, ça plombe l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu racontes dans le film, c'est-à-dire que quand vous êtes sous LBO, le seul objectif de la boîte, c'est de dégager suffisamment de cash pour pouvoir rembourser la dette. Et donc tout cet argent qui s'évapore dans le remboursement de la dette, c'est de l'argent qu'on n'utilise pas pour investir dans des machines-outils, pour embaucher des gens, etc. Et donc c'est un système qui est vraiment extrêmement délétère. Et je suis sensible à ce que disait, alors je ne sais plus comment tu t'appelles, Joachim. Bon, c'est pas l'objet du film, mais évidemment pour sortir de ce système mortifère, il ne suffira pas de créer quelques scopes. Moi je pense que les scopes, c'est une espèce de, c'est toute l'ambiguïté du modèle des scopes, quoi. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau, c'est un îlot de socialisme dans un océan de capitalisme. Donc le problème des scopes, assez rapidement, on le voit malheureusement, c'est qu'ils se retrouvent confrontés en fait à la logique même du système. Et effectivement, ce sera intéressant de savoir qu'est-ce que deviendra l'entreprise dont tu parles, quand ils devront eux aussi tirer les prix vers le bas s'ils veulent continuer à survivre, quoi. Donc la solution évidemment, c'est, elle n'est pas individuelle, elle est collective, elle est politique. Mais je sais que tu es d'accord avec ça. Peut-être Andy, tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, je voulais souligner aussi que parfois il faut aussi savoir mettre les investisseurs aussi dans les cordes, parce que quand ils disent que voilà, on ne peut pas donner d'augmentation de salaire ou aussi investir dans le parc machine, finalement ils prennent très peu de risques pour une grosse rentabilité au bout en fait. C'est ça, hein, dans la LBO, ce qu'il faut souligner, quoi. C'est qu'ils sont quasiment sûrs de gagner à tous les coups, quoi. Et que quand on voit le fonds de pension américain ou anglais arriver, on peut déjà dire qu'on est quasiment perdant, hein, parce que c'est tout le temps un taux de rentabilité qui va faire qu'augmenter, donc forcément à un moment on va se heurter à un mur, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et puis pour revenir sur ce que disait Joachim aussi, c'est que bon, sur la fin du film on voit quand même qu'ils ont réussi à mettre quelque chose en place. Les 2 personnes licenciées ont été réintégrées aussi dans l'entreprise, donc il y a au moins ça en se disant voilà, voilà, il y a quand même là où ils vous démontrent qu'ils ont fait des choses, quoi. En fait ils ont récupéré les salariés licenciés. J'avais oublié cet argument-là, merci. Le prochain film, je fais avec vous. Vous faites une bonne étude. Oui, je ne reviendrai pas personnellement sur la qualité du film, je crois que ça a été largement dit. Mais sur est-ce que c'est une fiction? Je dirais qu'on a une réalité qui s'est passée dans notre région et pas si loin que ça, et qu'il faut qu'on en ait pleine conscience. Ces chapelles d'Arblay, il a fallu, l'entreprise était fermée, le politique voulait faire autre chose, il a fallu 3 salariés, 2 CGT et un CGC se battre avec l'appui, bien entendu, de la CGT, avec l'appui des gens tout autour qui estimaient que cette entreprise, elle était unique,
écologiquement, elle retraitait les déchets, etc. C'était la seule entreprise en France. Il fallait, quand ça a été fermé, il fallait emmener tout ça en Allemagne. Et puis qui ont pris les contacts, qui ont fait les dossiers, y compris pour aller convaincre des entreprises comme Veolia, des papetiers, de la rentabilité en conservant les salariés, etc. C'est une victoire monumentale. Et il faut qu'on en ait conscience. Et ça, c'est pas si éloigné du film que vous avez imaginé. Ils sont en train, à l'heure actuelle, ils ont été suivis par une réalisatrice, ils sont en train de chercher les fonds pour le mettre sur grand écran. Et quand ce sera fait, eh ben, soyons tous présents pour aller le voir, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autres interventions peut-être? Oui, madame. Oui, moi, on pourrait plutôt demander qui n'a pas aimé le film, hein, parce que je crois que tout le monde a adoré Qui n'a pas le aimé film. le film? Et j'ai pensé beaucoup du film. Vous avez parlé de Rufus, vous avez parlé de Jean-François Stévenin. J'ai beaucoup pensé au Passe-Montagne, bien que ça n'ait rien à voir avec les problèmes de LBO et tout ça. Mais j'arrive plus à me rappeler de l'autre titre. Parce qu'il y avait le Passe-Montagne et il y avait l'autre film avec Rufus. Il y avait avec Rufus, oui. Mais pas de Jean-François Stévenin. Et Jean-François Stévenin, il joue aussi dans un film avec, dans la montagne. Dans la montagne, mais c'est pas un film de Jean-François Stévenin. Ouais. Non, mais ça c'est Non. Messieurs. Double Messieurs. Non. Je croyais bien qu'il y avait Jean-François Stévenin dans la montagne quelque part, mais bon. Donc Rufus, c'est le Passe-Montagne. Oui. Non, c'est Jean-François Stévenin qui est dans Passe-Montagne avec Jacques Villeray. Voilà. Et Rufus, il est aussi dans une montagne, je ne sais où, il est garçon de ferme, enfin, il vit un peu... D'accord. Rufus, je vois pas à quel film vous faites allusion, mais c'est vrai que... Bon, ça n'a rien à voir avec la problématique du film. Jean-François Stévenin, pourquoi on avait lui en tête, moi j'y avais pensé, c'était... lui c'est un jurassien, c'est un gars de la montagne, et pour ceux qui ont vu ces films, ils ont une couleur particulière, et le côté taiseux du personnage, voilà, il l'aurait très bien joué, mais Rufus l'a très bien fait aussi. Mais je vais regarder de quel film c'est vrai que c'est marrant que Stévenin, que vous ayez pensé à Stévenin, parce que c'est vraiment un type qui a fait un cinéma complètement libre, qu'on adore tous, et un cinéma qui est à la fois naturaliste, mais pas autant que ça, mais il a singulier, il a vraiment marqué le cinéma, en tout cas le cinéma français, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Il n'a pas fait beaucoup de films, il en a fait que 3 ou 4, je crois. Mais on fera une recherche, parce que ça m'intrigue votre Rufus. Mais sinon, le titre, c'est Les Doubles Messieurs. Double Messieurs, c'est un des films de Jean-François Stévenin. Voilà. Juste pour rendre hommage aux comédiens, parce que c'est vrai que moi, les comédiens, je connaissais pas trop, et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que travailler avec des bons comédiens, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient faux dans le film, quoi. Ils sont tous top. Et ils avaient une envie de porter ce film-là. L'énergie incroyable. On l'a dit un peu, on le sent, justement la question du groupe, là, on sent que le groupe qu'on a constitué, ça marche, et ça se sent à l'écran, et puisque c'est parce que vous parlez de Rufus que je pense à ça. Pour vous dire, la performance des comédiens, c'est que Rufus, il n'a pas beaucoup de jours de tournage, même si la présence du père est assez forte à travers le film, mais en termes de présence sur le lieu de tournage, il n'y a pas beaucoup de jours, et son premier jour de tournage, c'était quand la machine arrive, donc la séquence de fin, en fait. Et il ne se connaissait pas avec Pierre Deladonchamp. Et donc, en fait, il arrive sur le lieu de tournage, et moi, je le briefe un petit peu, enfin, on s'était parlé au téléphone quand même, mais... Voilà, il avait pour le coup les habits de mon père, et Pierre, je lui dis, je rappelle un petit peu ma vie aussi et tout ça, comme ça, et du coup, on tourne, quoi.
Et en fait, ils nous font ce truc-là où, enfin, j'espère que vous avez été émus de ce moment-là. Et nous qui connaissions évidemment par cœur le scénario, les techniciens connaissaient le scénario par cœur, et quasiment tout le monde avait les larmes aux yeux sur le truc du tournage. Et là, on se dit, ouais, quand même, quoi. Les comédiens, c'est quand même un métier, quoi. S'il y en a qui en doutaient. Hein, ouais. Parce qu'on le connaît, mais on le connaît moins bien. Enfin, moi, on le connaît. Mais il est vachement bien, ce type. Ouais, c'est Grégory Montel, c'est celui qui joue Alain, le banquier. Voilà, le banquier, là. Ouais. Vous le connaissez, c'est peut-être le plus connu au niveau populaire, parce qu'en fait, il a fait cette série 10%. Ouais. Oui, il était là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que même si peut-être que Pierre Deladonchamp a peut-être plus la cote dans le milieu du cinéma récent, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, Greg, il est vachement connu. C'est vrai que nous, on avait écrit, on voulait cette comédie sociale, comme ça, c'est plus de situations qu'une comédie, je sais pas, à la lutte funeste peut-être, et l'interprétation de Grégory Montel a vraiment rajouté de la comédie en fait. Et c'est vrai que c'est sympa de voir ça aussi, c'est-à-dire que nous la première fois avec Marion quand on a vu le film, il y avait 700 personnes, c'était un festival, on est en extérieur à Jindou, on entendait rire les gens et tout comme ça, et on se disait mais on n'avait pas l'impression d'avoir écrit un film aussi drôle, quoi. Et je crois que justement l'interprétation de Grégory Montel y est pour beaucoup. Comme le jeu de pierre on avait écrit un personnage qui était un peu plus rugueux, quoi, un peu plus dur comme ça, et le jeu de pierre de Deladonchamp l'a adouci et avec bonheur. Ça fait du... Enfin, je pense que c'était bien, et c'est vrai que l'apprentissage aussi, puisqu'on apprend, c'est de voir que finalement ces comédiens, au bout d'un moment, même si évidemment on discute, eh bien ils connaissent presque mieux le personnage que nous, alors que nous ça faisait 6-7 ans qu'on écrivait dessus, et ils se mettent tellement dedans que en fait des fois ils proposent des choses et on se dit ouais, bah, finalement ils ont raison, peut-être que là à ce moment-là le petit mot qu'on a écrit ou la petite phrase, ce qu'ils nous proposent c'est peut-être mieux, quoi. Donc on était assez ouverts à entendre ça, et c'était assez sympa aussi de vivre ça avec des comédiens qui sont bons, et puis ils font ça pour le film. C'est pas l'histoire de dire je vais essayer de me grandir, prendre la place, mais en même temps ils sentent des fois bien les choses. Donc c'était aussi une bonne expérience de voir ça. Merci Gilles. Ah, une autre question. Oh, on a eu la chance aussi, c'est vrai qu'il y a Jacques Bonafé a accepté tout de suite, on n'a pas parlé de Jacques Bonafé, mais Marie Denarnaud, enfin Sophie Catani, et en fait tous, ils ont pris leur rôle à cœur, et on était à chaque fois toujours très agréablement surpris. Pardon, monsieur. Je m'appelle Gilles Dassin. D'abord vous féliciter parce que le film était vraiment passionnant. Je dirais presque que c'était un petit peu, on l'a suivi presque comme un polar, parce qu'à par moment en se disant ça. Et je voudrais revenir sur la première partie de votre film où vous faites beaucoup référence. Ah oui, le micro, pardon. Ouais, ok. Oui, donc au sujet de la première partie de votre film, on voit beaucoup, la montagne est très présente dans un premier temps, et on voit en effet, on ne sait pas au départ qui est cette personne. C'est ce sportif, hein, puisqu'il va monter sur des falaises, enfin sur des parois qui sont pratiquement, même pas pratiquement, elles sont verticales. À chaque instant, on se dit, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il ne va pas tomber? Bon. Moi, c'est vrai, je me suis posé beaucoup la question, et puis ensuite ça. Bon. Et après, parce que dans une deuxième partie, je dirais, surtout, Rufus joue peut-être un rôle important là-dedans, parce que quand il redescend de montagne, on voit bien que c'est lui, parce que d'abord il a sa chemise qui est complètement trempée, donc on se dit c'est lui, mais au début c'était pas évident. Et puis ensuite, quand il revoit ensuite dans cette deuxième partie, donc, on le voit, c'est le personnage principal du film, on le voit sauver enfin un petit peu ce jeune qui ne connaît pas encore, et puis en fait il va apprendre plus tard que c'est un financier, lui qui va les trahir, enfin la suite lui. Et moi je pense, peut-être naïvement, mais je me suis dit, tiens, mais s'il a trahi, pourquoi qu'au niveau de la montagne, il n'y aurait pas eu un peu je sais pas, un accident? Non, mais je ne sais pas, quelque chose là. Peut-être que là, c'était... Voilà. Vous l'auriez poussé en bas, vous. Vous l'auriez poussé en bas. Non. On a eu une discussion avec ça, avec François Ruffin, parce qu'il a participé, entre autres, avec notre compte de soutien pour faire le film. Puis François est venu un peu en montage avec nous, on discutait
pour décoincer 2-3 bricoles, et puis il disait, ouais, mais enfin quand même, tes ouvriers chez toi, ils sont quand même plus calmes que chez moi, parce que je crois vraiment que moi, chez moi, il lui en aurait foutu une dans la gueule à la fin, plutôt que juste lui foutre une pichenette. Mais c'est vrai que nous, on a des ouvriers qui sont assez dociles, avec une culture syndicale qui est très faible. Le taux de syndicalisation dans la vallée, comme c'est toutes des PME, c'est en dessous de 2%. En France, maintenant c'est en dessous de 8%, mais nous c'est quasiment inexistant. Et c'est vrai que le fait d'avoir un tissu de PME comme ça, en fait, le patron, en fait, il a la main mise sur les salariés. Alors il y a des belles histoires parce qu'il y a des jeunes qui sont vite formés et les salaires sont plutôt assez élevés parce qu'on en cherche, et puis c'est des métiers un peu techniques, quoi. Et puis quand il y a un bon, ben, ils le font vite monter, ils gagnent bien sa vie, mais après il y a toute la lourdeur de ce patronat paternaliste et ses travers qui vont avec. Mais c'est vrai que voilà. Mais du coup, voilà, on a quand même des salariés qui sont plutôt, en tout cas plus gentils que dans la Somme, visiblement, d'après ce que me dit François. Ouais. Peut-être on a aussi essayé de ne pas faire des personnages trop manichéens, que ce soit tout noir, tout blanc, et que justement il y a aussi toujours un peu de complexité. C'est voilà, des êtres humains comme tout le monde, et voilà, il n'y avait pas tous les tout pourris et les tout gentils, quoi. Enfin, on a essayé de travailler plus en finesse que ça. C'était le danger, ouais. C'était le danger du film, d'ailleurs, et tu passes entre les gouttes de ça, parce que en effet, le film, il aurait pu être complètement, ça aurait pu être raté, il ne l'est pas. Et on rigole, on aime le film et on passe un vrai bon moment. Et en effet, ce qu'explique Marion, ce que tu expliques, c'est que le film, à un moment donné, il est très casse-gueule. Parce que ça peut vraiment ne pas fonctionner. Et en définitive, tout fonctionne parce qu'il y a une espèce de magie qui opère entre, justement, tu parlais des comédiens, mais tu parlais aussi faut parler du scénario, parce qu'à un moment donné, c'est très technique, et le scénario, il existe vraiment, et on sent que vous n'avez pas fait des personnages qui sont des clichetons, où ils existent vraiment de par leur personnalité, et leur humanité, et leur personnalité, parce que dans une entreprise, peu importe l'entreprise, on est tous différents. On veut nous faire croire qu'on n'est pas différents et qu'on fait partie d'un tout, mais alors qu'on est vraiment tous différents, et on sent vraiment, en effet, dans votre film, qu'il y a une certaine forme de diversité. Moi, j'aime bien le personnage de la DRH. Enfin, Laetitia Doche, elle le porte merveilleusement bien, parce on peut à un moment donné changer de camp aussi. On peut changer de camp, on peut comprendre les choses, ça arrive aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, non? On dit non, on peut à un moment donné comprendre les choses. Est-ce que tu peux changer de camp, on dit, en fait. Non, mais est-ce que quelqu'un qui serait au pouvoir, toi tu as connu des expériences où tu avais quelqu'un qui... En toute sincérité, quand on a une direction en face de nous, la seule envie qu'on a, c'est de la faire dégager, en espérant que celle qui va la remplacer sera mieux, mais c'est toujours le même refrain en fait, et on aimerait parfois... la seule chose où je pourrais dire, c'est que quand à un moment on a un climat social très tendu dans l'entreprise, on se rend compte que le nouveau DRH ou le nouveau directeur vient pour vraiment apaiser un climat social, mais qu'à un moment, bon, il repart au bout de 2-3 ans, et quand on se renseigne en se disant, mais finalement, il était pas trop mal, il était humain, on se dit, mais il fait un désastre où il est. En fait, on se rend compte que les DRH en fait, sont payés sur des missions et point barre. Hein, c'est des bons exécutants et c'est ça. Sûr, oui, il peut être humain chez toi et partir après et faire un plan de 200 personnes tranquillement. Voilà. C'est vrai qu'on se dit toujours qu'on aimerait avoir des gens en face de nous, être dans le relationnel, avoir des relations un peu plus humaines, et c'est malheureusement, je constate que c'est pas le cas, quoi, pas du tout. On aimerait qu'ils changent, d'être dans le bon camp, mais alors ça souvent c'est vrai que ça revient aussi dans les entreprises. C'est vrai que parfois c'est entre salariés, j'ai envie de dire, parfois il y a des cadres qui sont quand même salariés, on a l'impression que c'est deux camps qui s'affrontent aussi, hein. Il y a les ouvriers d'un côté qui vont se battre vraiment pour leurs conditions de travail, et puis le cadre qui est aussi salarié, mais on a vraiment parfois l'impression que c'est deux camps qui s'affrontent. Et c'est pas toujours simple. Je prends un exemple bête, mais un jour je le discutais avec j'étais en train de distribuer un tract, en fait c'était sur les participations bénéfices, où on disait qu'il fallait un vrai partage de richesse dans l'entreprise, et que les participations des bénéfices devaient être divisées par le nombre de salariés.
Et il y avait un assimilé cadre qui était là, il me fait ouais mais moi je suis pas pour, c'est n'importe quoi. Mais j'y fais toi écoute ta participation bénéfice elle est à peu près de 5000 balles, enfin 5000 euros. Et j'y fais si on prend d'autres situations, enfin ce qu'on est en train de dire, un partage de richesse par le nombre de salariés, ça te fait 10 000. J'ai fait, tu te rends compte quand même, mais ils restent campés sur leur position. C'est des personnes qui préfèrent l'augmentation individuelle que l'augmentation générale. J'ai l'impression qu'ils ont quand même été, on a des personnes qui ont des piqûres de rappel de la direction, c'est comme ça, c'est pas autrement. Un travail bien précis. Très ils sont dans une société où on peut être 300, 400, 500 salariés, mais très individualistes eux-mêmes. C'est la remarque que je pourrais faire par rapport à ça. Merci beaucoup. Quand on est cadre, c'est mon cas, j'étais cadre dans la banque. Excusez-moi si je vous ai froissé. Non, je dis, je suis banquière défroquée. Donc justement, l'image est forte. Et en fait, j'étais cadre après, voilà. Cadre, mais plus chef de service. J'ai eu des expériences de chef de service où effectivement on m'a dit, vous soumettez ou vous démettez. Donc je me suis démise, voilà, de la banque et d'un autre poste de cadre. Et maintenant, je suis chargée de mission, voilà. Mais effectivement, le système, c'est vous adhérez ou vous partez. Il n'y a pas d'alternative. Quand vous êtes humain et que vous avez l'adhésion de vos équipes, etc., et qu'en fait, ça fonctionne bien quand même si votre service tourne bien, comme vous n'êtes pas dans le système, vous faites broyer. Ça m'est arrivé 2 fois. Je me suis démise 2 fois. C'est terrible. Hein, la question c'est pourquoi, puisque ça fonctionne bien en fait. Ça fonctionne moins bien sans humain. Mais, voilà. Le modèle est écrasant effectivement et c'est tout un changement de regard de la société et des voilà. C'est terrible comme expérience. Ouais, bah merci pour le témoignage, j'ai pas de mal à vous croire, et c'est vrai que nous on a symbolisé un peu ça dans le film, comme disait Marion, c'est quand Julie dit, quand elle fait le bilan de sa vie, puis qu'elle dit non je crois que j'ai arrêté de me trahir moi-même. Et c'est vrai que cette tirade-là, souvent on nous la ressort dans les salles de cinéma, et vous nous confirmez ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement résonne chez beaucoup d'entre vous. Quoi. J'ai une question de détail. Oui. La falaise, à un moment donné, il y a une tête de mort. Ouais. Ah oui. Oui, ça existe vraiment. Je croyais que c'était un truc d'ordinateur. Non, pas du tout. Non, cette falaise, c'est la falaise du Bargy. Alors, je vais vous détailler un petit peu, puis comme ça. En fait, on appelle ça les yeux du Bargy. Donc, et en fait, quand il grimpe, Cédric, il grimpe sur le nez. C'est en fait la voix qui fait, ça s'appelle la voix des yeux, justement. Mais c'est vrai que la falaise filmée comme ça, et surtout quand c'est nuageux, c'est assez angoissant, quoi. Il y en a qui voient un peu Voldemort dedans, et c'est vrai que voilà, mais elle est très très sculptée, c'est pas une falaise elle n'est pas quasiment verticale, elle est un peu inclinée, c'est pas des voies qui sont très très difficiles techniquement, mais bon c'est sûr, ça fait 300 mètres de haut, donc il vaut mieux pas tomber, mais on l'a filmée aussi, on l'a rendue peut-être plus impressionnante dans le film que ce qu'elle est en réalité pour grimper, mais c'est l'effet du drone qui filme au début, où on arrive à passer au-dessus comme ça, on renverse un petit peu tout là. Et pour vous rassurer, on n'a pas envoyé un grimpeur, c'est une doublure, hein, c'est un copain à nous qui grimpe, à la place de Pierre Deladonchamp, et on l'a pas envoyé sans corde, parce que en termes de sécurité au travail, peut-être qu'il y aurait des choses à redire. Et en fait, il y a bien une corde avec un copain guide au-dessus, mais on a effacé la corde en effets spéciaux après, quoi. Voilà. Personne n'a été mis en danger dans ce film, qu'on n'est pas d'emmerde avec le CHSCT. Enfin, le CHSCT n'existe plus. Une petite dernière pour... non pour Ah, oui. Voilà. Par contre, c'est bien Pierre Deladonchamp qui grimpe sur les plans serrés. C'est une falaise qui est à côté de la maison et il grimpe à 400 mètres de haut et avec des matelas. Mais il le fait très bien. On s'était entraîné à la grimpe avant. Ouais. Oui, c'était simplement sur les exemples réussis. Effectivement, là, on est un peu dans le compte, puisqu'il y a une happy end, même si c'est pas vraiment la fin, que va devenir l'entreprise. Rappelez l'exemple de Scopti, à Gymnos, à côté de Marseille, puis invité en même temps, ils continuent de vendre leur tisane et leur thé, le thé 1336 pour les 1336 jours d'occupation. Ils ont fait plier une multinationale suisse, en l'occurrence, donc c'est pas mal de les soutenir, et ça se fait aujourd'hui simplement en cherchant les produits 1336 et Scopti dans le commerce.
ou à la fête de l'Humain Normandie quand elle va avoir lieu dans un mois, puisqu'ils y sont présents en général. Et puis sur le film et le personnage de cette cadre, qui m'a rappelé un peu, et le fait de vouloir traiter avec des aspects de comédie, mais vous l'avez poussé heureusement beaucoup plus encore, les virtuoses. Où là aussi on a la cadre qui est là pour faire une étude, sauf qu'elle croit qu'elle va sauver l'entreprise en montrant qu'elle est viable, alors qu'on lui dit après, enfin elle découvre après que de toute façon la fermeture elle est prévue depuis longue date et que son étude ne sert qu'à habiller, pas la mariée en l'occurrence, mais à habiller le défunt. Mais justement, les deux personnages dont j'ai trouvé sont semblables, donc je voulais votre sentiment, mais, et en même temps la façon dont elle change de camp, on peut le dire comme ça, mais elle incarne aussi la contradiction du système, qui est complètement déshumanisant, et autant et encore plus pour ceux qui travaillent sur les chiffres, qui deviennent des monstres, et en même temps elle est quand même, ça vous le montrez parce qu'elle a quelques scènes d'intime que n'a pas le directeur, elle est aussi humaine, parce que jusqu'à preuve du contraire, le capitalisme il fonctionne aussi avec des humains, et en fait il est en contradiction entre un système qui est inhumain, et puis il a néanmoins besoin d'humains pour le faire fonctionner. Et elle est l'incarnation de cette contradiction, sauf que le parti pris du film est de l'attirer entre guillemets dans la bonne direction et dans le bon camp. Donc merci de l'avoir fait en comédie, parce que je pense que c'est la façon aujourd'hui à la fois de donner de l'espoir et puis de faire aussi que le film soit largement vu, apprécié, et puis peut-être avec un passage télévisé, j'espère, ou sur des chaînes ou des plateformes. Bah merci, ça va largement vu. Ça, maintenant, je veux dire, nous on a bossé, maintenant c'est à vous de bosser, quoi. Partage du travail. Non, mais c'est vrai que si on veut qu'il soit largement vu, si on fait des avant-premières comme ça, et donc comme je vous disais, il sort mercredi, c'est pour que vous en parliez le plus vite possible et que les gens aillent le voir dès les premiers jours. C'est un peu con ce que je suis en train de faire, mais c'est un peu il y a un côté ridicule du cinéma, mais en tout cas il y a tellement de films qui sortent en ce moment que tout se joue sur les 2-3 premiers jours en fait, pour savoir s'il va rester à l'affiche et si d'autres cinémas vont le prendre. Donc si vous avez des voisins, voisines, cousins, cousines, je sais pas quoi, aux quatre coins de la France, si vous avez laissé votre mail, on vous enverra dans toutes les salles où il sort, et puis ce serait bien d'envoyer les gens dès les tout premiers jours en fait. Voilà, c'est assez triste, mais la vie des fictions est beaucoup plus courte que les documentaires, moi sur les documentaires, j'aime pas quand on a trop de cinéma au début, parce qu'on se dit, on va donner le temps bouche à oreille, comme ça on va être ville en ville, mais sur les fictions, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut vraiment que ça bombarde dès le début, donc voilà, on compte sur vous maintenant. Et il y avait une autre partie à la fin que vous disiez, mais... Oui, moi, c'est un point de détail, mais il me semble quand même intéressant, c'est d'avoir mis les noms de tous les figurants. Ah. Ça me semble exceptionnel et ça me semble on a essayé d'être cohérent avec le film, avec la façon dont on l'a construit, la façon dont l'équipe l'a porté, et puis jusqu'au bout du générique. Par contre, ça nous a mis un peu dans la merde, si je peux parler. Parce qu'en fait, du coup, la chanson n'était pas assez longue à la fin. Et c'est pour ça que ce que vous avez entendu à la fin où ça chante, en fait, c'est enregistré dans le salon chez nous, avec les voisins et les copains, où on chante avec un accordéon diatonique pour remettre 20 secondes de générique pour pouvoir avoir réussi à glisser tous les figurants. Il y aura 3 séances par jour sur le film, qu'on se le dise. Donc non, mais c'est vachement important. Gilles, il a vraiment exprimé ça avec du fond du cœur, et Marion, parce que à tel boulot, 7 ans de boulot, pour à un moment donné avoir un certain impact, il faut que cette avant-première, ces avant-premières, elles nous servent. Et nous, on a constaté qu'en faisant des avant-premières sur nos films, en général, la salle qui a fait une avant-première, les entrées sont toujours un petit peu au-dessus. Et enfin, en général, et donc on aimerait bien que ce soit vraiment encore au-dessus. Et puis remercier Marion, Gilles, Jean-Yves. Non, mais je crois aussi que le monde du travail, il a le droit aussi d'être au cinéma, et qu'on ait notre place dans les cinémas. Il y en a marre aussi de voir que des films de Parisiens et de tourner dans des appartements de luxe à Paris, où les instituts, elles ont des gros 4x4 et puis elles vivent à côté de la Tour Eiffel. Et on a un spectateur fidèle, Gilles, qui nous a exprimé quelque chose de sympa. C'est que le film aussi, et à un moment donné, c'est bien de faire
une comédie. Enfin, moi j'adore le cinéma italien des années 70. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, on n'est pas aussi là pour faire toujours chier le monde avec des choses qui sont trop noires et qui permettent aussi de s'ouvrir à un public beaucoup plus large. Enfin, moi, c'est ce que j'espère en tous les cas sur Reprise en main. Et merci à tous. Andy, en tout cas, merci pour Cyprien, Jean-Yves et les amis du Marion.